Soyez les bienvenus sur Maritima TV, ravi de vous retrouver une nouvelle fois à l'extérieur de nos nouveaux locaux au cœur de Provence Studio à Martigues. Toujours cette belle lumière qui nous accompagne. Alors je peux vous dire que ce soir, il y a tournage d'un film, une production Netflix, Les Lionnes. Alors on ne peut pas accéder encore à tout, mais nous aussi, on prend nos marques et on est là surtout pour vous partager les infos de ce jeudi 14 novembre. Alors à la une de l'actualité, une visite ministérielle dans notre département, celle d'Antoine Armand, chargé de l'économie et de la souveraineté industrielle. Et c'est sur le site de Fos-Tonquin que le ministre s'est arrêté cet après-midi afin d'exposer les détails de l'amendement proposé avant-hier à l'Assemblée nationale, amendement qui prévoit un soutien d'1,55 milliard d'euros pour la décarbonation de l'industrie. Et la visite du ministre de l'économie se poursuivra demain à Marseille avec une prise de parole attendue au salon de l'IA, l'intelligence artificielle, prévue à l'Orange Vélodrome. Justice à présent, à Marseille, l'homme suspecté d'avoir dégradé la stèle sur le parvis de la gare Saint-Charles en hommage aux victimes d'attentats écroués. L'homme de 43 ans a été placé en détention provisoire. Il sera jugé le 21 janvier selon le parquet de Marseille. Le procès du quadragénaire de nationalité française sans domicile fixe, présenté en comparution immédiate hier, a été renvoyé et une expertise psychiatrique a été ordonnée. En garde à vue, il a présenté des troubles de la personnalité. La suite du procès du drame de la rue d'Aubagne. Hier, les experts ont dévoilé le scénario le plus probable du processus d'effondrement des immeubles qui ont fait 8 morts. C'était le 5 novembre 2018. L'immeuble habité, le 65, se serait effondré en premier de l'intérieur, entraînant dans sa chute le numéro 63. Il en ressort de l'audience que le 65 était très abîmé, que l'effondrement était inéluctable plusieurs jours avant le drame. Cassandra Moreau. Pendant de longues heures, 2 experts ont détaillé leur raisonnement à travers des schémas, des plans, mais aussi des photos prises au sein des immeubles. Elvina, marseillaise, est venue suivre le procès. Elle ressort choquée. Alors les énormes fissures, par exemple l'enjambement d'une porte qui est complètement défoncée, l'eau dans les sous-sols, les étaiements, les trucs métalliques à l'entrée du 65, quelques jours avant son effondrement. Mais c'est juste les photos, on ne peut pas imaginer. Je suis super choquée qu'on puisse laisser des gens vivre là-dedans, quoi. Du côté des familles, ces éléments, bien que très techniques, sont le début d'une réponse. Pascal Yongo, avocat de 4 parties civiles. C'est d'abord un début de compréhension. Tout le monde a été sidéré par le 5 novembre 2018. On en vient aux explications contradictoires dans le processus judiciaire. Ça, c'est très important. De ce procès doit sortir une vérité judiciaire et donc des responsabilités acquises. C'est terrible parce que l'inéluctabilité des effondrements, ça veut dire qu'on pouvait sauver les 8 personnes qui habitaient le 65. Et c'est ça qui est terrible à entendre, de se rendre compte que les effondrements étaient inéluctables et pourtant on a laissé les gens à l'intérieur. Les débats autour de ce scénario retenu vont se poursuivre aujourd'hui. Des géologues experts des sols devraient également s'exprimer. À la page sociale, la colère monte dans le monde agricole. Après la mobilisation de l'année dernière, la coordination rurale a mené des actions ce matin dans notre département, du côté d'Aix, à Rousset précisément, devant une plateforme de Lidl. De nouvelles actions sont prévues demain au niveau local à Tarascon cette fois. Et puis sachez que les apiculteurs des Bouches-du-Rhône se mobiliseront également devant l'ONF à Aix pour une meilleure reconnaissance avant le mouvement national du début de semaine prochaine. La mobilisation pourrait durer jusqu'à mi-décembre selon la FNSEA. Le journal se poursuit avec une nouvelle séquence de travaux sur le viaduc de Martigues prévue ce week-end. On vous en a parlé la semaine passée. Attention, si vous devez emprunter le viaduc de Martigues dans le sens Marseille-Martigues, eh bien la circulation va une nouvelle fois être fortement impactée en raison de travaux d'entretien programmés dès demain soir et tout le week-end. Alix Drézé de la direction interdépartementale des routes méditerranéennes est au micro de Didier Gesualdi. On a terminé une séquence importante de chantier avec la réfection de la peinture anti-corrosion du viaduc, qui est un viaduc métallique pendant 1 an et demi. Et donc assez naturellement, c'est un viaduc qui subit des petits travaux d'entretien assez régulièrement.
Et effectivement, là, au niveau de la couche de roulement du viaduc, on va devoir réintervenir. On souhaitait bien avertir qu'effectivement, ces petits travaux d'entretien qui dureront du vendredi soir au samedi soir, d'entretien de chaussée, mais qui impacteront fortement le trafic, vont effectivement amener à une restriction de circulation de 2 voies sur 3 sur le viaduc. Donc dans le sens Marseille-Fos, c'est ça? Exactement. Malheureusement, on est quand même obligé d'avoir une restriction assez importante pour mener nos travaux d'entretien de chaussée. Patience donc et prudence, la circulation devrait revenir à la normale dès la fin du chantier. Les trajets, donc, vous l'avez compris, risquent d'être très ralentis pendant ce temps-là, y compris dans le centre-ville de Martigues. Aujourd'hui, c'était la journée départementale de l'emploi à l'hôtel du département à Saint-Just à Marseille. On vous l'avait annoncé hier, plus de 200 offres d'emploi étaient au programme. De nombreux postes seront à pourvoir également demain à Salon. Le forum de l'emploi se tiendra de 9h à midi à l'espace Charles Trenet. Plus de 50 structures seront présentes pour vous proposer des offres d'emploi dans divers secteurs avec des temps forts et puis notamment des opportunités de carrière des corps armés ou encore des escape games animés par la mission locale Est-Étang-de-Berre sur le thème du handicap ou encore du cyberharcèlement. On poursuit le journal à l'intérieur, en loge, toujours pour le tournage cinéma. Un mot de santé, on lâche les artifices. C'était aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Et pour l'occasion, l'hôpital de Martigues vous a invité à un dépistage gratuit avec des tests de glycémie, des conseils personnalisés en matière de diététique et activité physique. C'est important. Tout ça s'est passé dans la galerie d'Auchan-Martigues. Vous y avez peut-être participé. Eh bien, sachez qu'un reportage est prévu dans notre prochaine édition. On passe au sport avec un match à très haut risque ce soir. L'équipe de France reçoit à 20h45 Israël dans une ambiance très tendue au Stade de France où un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place en plein conflit au Proche-Orient. Les craintes de débordement ont été renforcées après les graves incidents après la rencontre entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv début novembre. 4000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Seulement 20 000 spectateurs sont attendus. Et selon une source policière, seule une centaine de supporters israéliens seront présents et seuls les drapeaux français et israéliens seront autorisés dans le stade. Ce sera tolérance zéro. 4 fois plus d'actes antisémites ont été recensés dans la capitale depuis un an. Notez qu'il y aura un signal fort avec la présence ce soir du président Emmanuel Macron et puis de ses 2 prédécesseurs, Sarkozy, Hollande, tout comme le Premier ministre Barnier. Coup d'envoi du match à 20h45. Allez, on garde les crampons chez nous avec l'actu de l'OM. L'Olympique de Marseille de retour sur les terrains. La reprise s'est effectuée hier après-midi, mais aujourd'hui, sur les terrains de la Commanderie, Karim Attab et plusieurs autres journalistes ont pu assister à l'intégralité de la séance d'entraînement en compagnie de quelques supporters du programme Peuple bleu et blanc tiré au sort. Le coach Roberto De Zerbi n'a semble-t-il toujours pas digéré la défaite concédée face à Auxerre. Karim Attab nous en dit plus. Un entraînement ouvert entièrement à la presse, ça arrive souvent par temps de trêve internationale, ça tombe bien. On est au milieu de la 3e consécutive après septembre, octobre, celle de novembre. Arrive à un moment que certains jugeront opportun. Après la défaite face à la Auxerre, beaucoup de joueurs ne sont pas présents car ils sont partis défendre leurs couleurs nationales respectives. Mais bon, le noyau qui reste ici à la Commanderie a repris l'entraînement hier dans une bonne ambiance, même si les stigmates de la défaite face à la Auxerre sont toujours présent, notamment auprès du coach Roberto De Zerbi avec qui on a pu partager un moment assez sympathique, un petit quart d'heure de questions-réponses, plutôt du off, mais où on a pu ressentir tout l'agacement et surtout la détermination de Roberto De Zerbi à vouloir essayer d'inverser la tendance, faire des résultats à domicile, ce qui n'est pas le cas depuis le début de saison, si ce n'est excepté une victoire le 14 septembre dernier face à l'OGC Nice. L'OM reste notamment sur 2 défaites cuisantes, 3-0 face au PSG, 3-1
face à la JOCR. Il va falloir travailler, peut-être mieux comprendre, mieux connaître Marseille et le club de l'Olympique de Marseille pour le staff, mais aussi pour ses joueurs. Quentin Merlin était sur le terrain, donc bonne nouvelle. Lui qui a été exempté de déplacement international avec l'équipe de France Espoir, il devrait lui aussi pouvoir se préparer sereinement pour le prochain match qui se jouera le samedi 23 novembre à 17h à Lens. Merci Karim. L'OM a encore une semaine à patienter avant de retrouver les pelouses de Ligue 1. L'effectif sera au complet, sachez-le, ou presque, jeudi soir prochain, après le retour des internationaux sud-américains. Allez, on reste sportif dans ce journal avec une martingale au sommet du MMA. Samantha Jean-François a remporté la ceinture mondiale de l'organisation GFTC à La Réunion, une fierté pour la combattante originaire de Lille qui a combattu devant ses proches. Elle était de retour hier dans son club, le club Furacao MMA à Saint-Roch, à Martigues. Elle a été accueillie, imaginez bien, comme il se doit. Réaction au micro de Flavio Noriga. Oui, tout à fait. Toute ma famille est là-bas, donc j'ai attendu 10 ans pour pouvoir combattre chez moi et que mon public réunionnais puisse voir la femme et la combattante que je suis. Une grande fierté et beaucoup d'émotions parce que voilà, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'avais tout le monde qui était là et même voir le public réunionnais se transcender dans la salle en criant mon nom, c'était vraiment quelque chose de grandiose. De revenir et de pouvoir voir les gens regarder, porter la ceinture et être aussi fiers de moi et fiers du club aussi parce qu'il n'y a pas que moi, il y a mon coach Jérémy Moreau qui est extraordinaire et qui fait un travail de fond et de fou avec les personnes qui sont derrière moi. Les athlètes de la région n'en finissent pas de rayonner au-delà des frontières. Pour preuve, en badminton, un Phocéen s'est imposé au Japon. C'est un Phocéen que vous connaissez bien, Christo Popov, a fait tomber le numéro 8 mondial pour se qualifier en quart de finale du Kumamoto Master. Au Japon, il est en ce moment inarrêtable, comme le nom du prochain album de Jul. Christo Popov vient donc de remporter sa 7e victoire consécutive en quart. Il affrontera le numéro 2 mondial, Victor Axelsen. Et puis de son côté, Thomas Junior Popov, son frangin, a été éliminé après ce tournoi au Japon. Notez que les deux frères enchaîneront directement avec le China Master à partir du 19 novembre. 80 ans déjà que l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry a disparu en mer. On vous en parlait hier, on y revient 40 ans plus tard. Sa gourmette est retrouvée près des côtes marseillaises et de l'île du Renou par un pêcheur. Aujourd'hui, les mystères autour du crash de son avion et de sa mort sont résolus, notamment grâce à l'archéologue plongeur Luc Vanrel et le journaliste bien connu Jacques Pradel. Ils ont récemment retrouvé le pilote qui a abattu l'avion de l'écrivain du Petit Prince. Olivier Daguet, petit-neveu de Saint-Exupéry, revient sur cette rencontre avec ce pilote allemand au micro de Sarah Le Guen. La rencontre de mon oncle, justement, qui est décédé il y a 4 mois, avec le pilote a été un moment très fort aussi, où on lui a pardonné, parce que voilà, il faisait juste son boulot, et lui, qui était à l'époque un fan de Saint-Ex, quand il s'est engagé, parce que Saint-Exupéry est déjà très connu en Allemagne dans les années 30. Ils avaient le même âge, ils avaient fait la guerre tous les deux, donc c'était assez émouvant et c'était important pour lui, parce qu'il est décédé peu de temps après, le pilote allemand. Donc cette histoire est juste incroyable, mais ça fait partie de la légende de Saint-Exupéry, quoi. Et pour en savoir plus, Aviation sans frontières organise donc une conférence, on vous le rappelle, demain sur la disparition du pilote. Rendez-vous à la salle des Vignerons, près de l'aérodrome Aix-les-Milles, avec justement Luc Vanrel et Jacques Pradel qui ont mené l'enquête. À Marseille, la bibliothèque de l'Alcazar fête ses 20 ans déjà. Le célèbre lieu situé dans le quartier de Belzins s'est installé dans le cœur des Marseillais, on peut le dire, et puis des Marseillaises évidemment, comme la bibliothèque emblématique de la ville. Enzo Bonalana a pu rencontrer ses habitués, regardez. Je suis déjà venue à l'Alcazar chercher des livres et puis l'Alcazar c'est le théâtre, je suis pas toute nouvelle donc ça représente le théâtre très connu à Marseille où des personnalités sont passées. Il a gardé d'ailleurs la porte et je trouve que c'est très bien comme ça. Quand on pense à une bibliothèque à Marseille, moi premièrement je pense à l'Alcazar. Depuis qu'on est petit, toutes les écoles nous y emmènent, nos parents y allaient aussi.
C'est en plein cœur de Belzunce, enfin, c'est une bibliothèque historique. C'est ma bibliothèque favorite, j'ai toujours été inscrite, ça fait plus de 20 ans. J'ai l'habitude de venir très souvent et moi je suis enseignante, du coup là on y est parce que j'ai aussi, ça me tient beaucoup à cœur à chaque fois d'emmener mes groupes d'élèves et de classe. Qu'ils y aillent ou pas, après c'est vraiment important pour moi qu'ils puissent découvrir cet endroit au moins une fois en groupe, parce que c'est aussi un endroit où on peut aller seul mais aussi en groupe et voilà. Et depuis 20 ans, donc moi, de façon quotidienne presque, je viens à la bibliothèque. Indépendamment du prêt de livres, il y a beaucoup d'activités qui sont liées et je profite pratiquement tous les jours, il y a quelque chose. Et pour fêter ce 20e anniversaire de l'Alcazar, la ville de Marseille a évidemment mis les petits plats dans les grands avec 2 mois de festivités au programme. L'inauguration d'ailleurs a eu lieu. Un avant-goût de fête justement avec le salon du chocolat. On n'en a pas ramené à partager malheureusement, mais en tout cas on vous a ramené toutes les réactions. Ça s'est passé durant le week-end à Carry-le-Rouet et vous allez voir, il y a de quoi se délecter au micro de Flavio Noriga. C'est vraiment la rencontre avec le client en direct. Alors c'est vrai que moi, je suis vraiment de chez moi à prendre les commandes, tout ça. Donc là, c'est un autre cadre et c'est vraiment bien, quoi. Je fais des rencontres, donc c'est top. Non, ils sont très sympathiques. Ils expliquent ce qu'ils font, vous voyez. Il y a des bonnes choses. Et c'est des gens, des locaux, je pense, des alentours. C'est plus sympathique aussi. Hein. Elle est très timide, mais elle va dire qu'elle a découvert des petites sucettes qui sont donc stockées. Il y en a une pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et une qui a été achetée pour demain. Elle est stratège. On a été en contact avec 2 ou 3 personnes et c'est très agréable, le sourire, la gentillesse, la proximité, en effet. Tu aimes le chocolat, toi? Oui, beaucoup. Bon, je ne sais pas si les parents vont être contents de découvrir qu'on a dévalisé le salon du chocolat. Mais bon, on gérera. De gourmandise en gourmandise, d'avant-fête en avant-fête, il célèbre son 39e anniversaire et vous risquez d'être nombreux à venir lui souhaiter. C'est bien sûr le Noël artisanal qui se déroule comme chaque année sous la halle de Martigues. Alors ça démarre demain jusqu'à dimanche et si à l'occasion des fêtes vous souhaitez trouver des produits de qualité, originaux, eh bien c'est une valeur sûre puisque n'y participent que des créateurs tant dans le domaine gastronomique que dans celui de l'artisanat d'art. Et parmi les 160 exposants, 30% de nouveaux venus, dont la martingale Mégane Riva et ses décos florales et Jessica Fourier de Châteauneuf avec ses biscuits artisanaux bio. Voyez tout ça au micro de Michel Montagne. J'ai créé plein de gammes de fleurs séchées, des couronnes, des cloches, des petits bouquets. Je fais également aussi des petites décorations de Noël personnalisées vu que je suis décoratrice sur les événements. Là, j'ai vraiment développé toute une gamme donc Noël, un petit peu centrée sur les décorations de Noël, mais aussi des décorations plus neutres qui passent partout pour faire plaisir, des cadeaux pour Noël ou pour décorer chez soi en fonction de ses envies. J'ai vraiment créé des gammes différentes pour essayer de convenir à tous les goûts. Toutes les coloris, il y aura du rouge, du jaune, du orange, du blanc, du terracotta pour essayer vraiment de combler tout le monde et que chacun puisse y trouver son avantage donc, sur mon stand. Ça peut être très coloré mais il y a toujours une ligne directrice du coup dans les compositions que je fais. J'essaye d'être un petit peu intemporelle et d'avoir des créations élégantes du coup pour mes clients. C'est la première fois qu'on participe au Noël artisanal de Martigues. On est déjà venu en visiteur l'année dernière parce que beaucoup de nos clients nous ont demandé d'y venir, mais on n'a pas eu le temps. Et là, cette année, on s'est lancé, donc on va le faire et on va pouvoir présenter toute notre gamme sans gluten et sans lactose. Les cornes de gazelle aussi qui sont avec le blé, mais revisitées, donc au goût du jour et à notre goût, et qui sont façonnées toutes à la main, une à une. Et vous avez aussi les moelleux citron avec du vrai citron. Vous avez le craquelé chocolat qui est un éclat de chocolat monumental. Vous avez aussi les canistrelli à la farine de châtaigne et au vin blanc qui sont un pur délice accompagnés d'un bon verre. Et on a aussi les croquants aux amandes aux zestes de citron qu'on s'arrache.
Miam, et ça donne l'eau à la bouche. On nous a même parlé de bouteilles de champagne au chocolat. Tout un programme à découvrir, on vous le rappelle, sous la halle de Martigues pour ce 39e Noël artisanal qui démarre demain à 14h. Ouverture des portes sous la halle durant tout le week-end. C'est gratuit pour les moins de 13 ans, donc profitez-en. Et puis, venez faire un coucou à toute l'équipe de la famille Maritima, puisque Pascal, Sergio, Gilles seront là pour animer en direct l'émission entre 16h et 18h. Passez leur faire un coucou, ils seront ravis. On en profite pour vous remercier d'ailleurs puisque vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier la famille Maritima. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le voyez, le soleil se couche sur Provence Studio. Ça sent la fin de tournage derrière nous. On vous le rappelle, Netflix, les Lyonnes, on en saura plus, comptez sur nous, on va mener l'enquête séquence investigation dans les prochains jours pour tout vous dire des coulisses de Provence Studio. Très belle soirée à tous, à demain.